aux ateliers, aux sessions de questions-réponses et à l'enquête. On souhaite aussi remercier évidemment Citeo pour la participation et puis nous, Circulab, les équipes ETF pour cette opportunité, cette collaboration. Et on espère que cette trajectoire correspond aux réalités à la fois du terrain, mais aussi de tout ce qui a pu ressortir lors des entretiens et des ateliers. Alors, vas-y. Donc oui, rappel de l'objectif et du paramètre de l'étude. Donc l'idée, c'était bien de formuler les potentiels, les conditions de succès et temporalité pour le déploiement du réemploi dans les emballages pour les entreprises du traiteur frais. Donc quatre sous-objectifs. Vraiment concevoir une trajectoire opérationnelle pour le réemploi des emballages avec les actions à mettre en œuvre. Puis, deuxième sous-objectif, proposer des solutions viables et faisables au niveau de toute la chaîne de valeur. Ensuite, créer des recommandations concrètes pour la standardisation des emballages et la massification des formats. Et enfin, quatrième sous-objectif, fournir un plan d'action pragmatique avec des étapes de déploiement pour les ETF. Et donc, sur les périmètres, les emballages visés, la priorité était effectivement donnée principalement aux emballages primaires et secondaires mis sur le marché par vos entreprises, notamment pour le B2C en GMS et un petit peu également sur le B2B, donc restauration ou à la coupe. Les emballages tertiaires professionnels pourront être considérés, mais dans un second temps, puisque on avait déjà un certain niveau de complexité sur les emballages primaires et secondaires. Et enfin, il y a une couverture large du réemploi, c'est-à-dire que tous les formats ont été, comment dirais-je, considérés. Donc, emballage réemployable, vrac assisté, vrac libre service ou recharge. Et enfin, on a retenu trois temporalités. 2027, puisque c'est un des premiers jalons de la loi AGEC avec un objectif global de 10% d'emballage réemployé. Ensuite, 2030, puisque 20% de surface doit être consacré au vrac dans les points de vente qui ont plus de 400 mètres carrés de surface. Et enfin, 2040, puisque c'est le jalon ultime, sortie des plastiques à usage unique. Pardon. Et donc l'idée, évidemment, c'était aussi de s'appuyer sur les travaux préalables. Donc on est reparti de l'ensemble des documents que vous aviez tous connus pour la plupart ou peut-être même contribué. Et aussi tout simplement de repartir des engagements du secteur des entreprises du traiteur fait sur l'axe réemploi, puisqu'il y a déjà, comme vous le savez tous, une feuille de route 3R qui avait été conçue déjà il y a presque 2 ans. Et donc, enfin, les parties prenantes à l'étude, eh bien, Solène, évidemment, plus besoin de la présenter. Justine et moi, et également Claire pour Circulab. Et puis, les groupes de travail du syndicat, donc, qu'on a mobilisés notamment à travers 2 ateliers physiques et 5 sessions de questions-réponses via Visio, comme nous sommes en train de le faire également, une enquête et puis des entretiens en direct. Et donc, ensuite, on a évidemment sollicité d'autres parties prenantes externes avec des distributeurs, des fournisseurs d'emballage, des laveurs, des apporteurs de solutions et évidemment Citeo. En termes de méthode, sur l'ensemble de l'étude, on a suivi 4 étapes principales. La première étape avait consisté à faire l'état des lieux, donc à la fois s'approprier l'ensemble des travaux qui avaient pu être effectués, mais également, on va dire, caractériser et définir à la fois les couples produits-emballage et préciser ce qui avait pu être fait sur l'étude précédente, mais aussi identifier et comparer les alternatives en réemploi existantes pour les produits du traiteur frais. À l'issue de cette première phase, on est passé à la phase d'analyse de la standardisation et de mutualisation. Donc, en d'autres termes, on a essayé de formuler des axes de standardisation et de mutualisation. Donc, où est-ce que, au sein de ce secteur, il y avait des possibilités pour faire en commun et à partir de là, sélectionner les alternatives qui sortaient comme les plus propices pour le passage au réemploi des produits du secteur. Dans un troisième temps, on a donc étudié la faisabilité économique et environnementale de ce passage au réemploi avec les alternatives qui ont été retenues.
Donc ça veut dire identifier d'une part les principaux coûts du passage au réemploi et quels sont les paramètres clés. Et dans un second temps, modéliser et comparer les seuils de faisabilité économique et environnementale des scénarios de réemploi. Et tout ça nous a permis de formuler des objectifs, de pouvoir définir ce qui nous paraissait atteignable ou non et quels étaient les freins et les besoins pour pouvoir déployer les différentes alternatives qui ont été identifiées et surtout, à partir des enjeux économiques et environnementaux, proposer des actions pour une mise en œuvre complète à travers une trajectoire à court et à moyen terme. Le calendrier, il a duré donc de février à septembre. Le projet était initialement prévu pour juin et puis on a pris le temps de peaufiner la trajectoire pour vous la livrer donc en septembre, avec, comme vous l'avez compris, une mobilisation des ETF de manière assez continue. Là, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, donc depuis début juillet, depuis le dernier atelier. Et autrement, entre février et juillet, on a eu quand même un certain nombre d'interactions. Un point important avant qu'on rentre dans le détail de chacune des phases, c'est que tout au long de cette étude, on a fait en sorte d'adopter une approche plutôt holistique du réemploi. Une approche holistique du réemploi, ça veut dire 2 choses, dans le contexte de cette étude. La première, c'est qu'on a essayé tant que possible d'intégrer 4 paramètres clés de succès. Donc à la fois d'interroger les enjeux de viabilité économique, d'impact environnemental, mais aussi de désirabilité client et de faisabilité technique. Et l'autre chose, c'est qu'on a essayé aussi d'adopter une vision plutôt complète du cycle de vie, donc d'interroger quels étaient les enjeux, mais également les possibilités et les leviers, à la fois sur la mise en marché, donc essentiellement ce qui va vous concerner directement, mais aussi la consommation, les usages, l'achat et les boucles de réemploi. Donc c'est ce qui va être la collecte, le lavage, le transport et la fin de vie. Et donc, ce parti pris, de manière plus ou moins visible, se traduit dans les critères qu'on a choisis pour analyser les projets, par exemple, se traduit également dans les différentes alternatives qui ont été retenues et se traduit dans la présentation des leviers. Pour l'apprentissage et les livrables de chaque phase, on va vous proposer donc de décomposer et ensuite je laisserai la parole à Brieux pour cette première phase. Pour chacune des phases, on vous propose des objectifs. On vous présente aussi les livrables qui vous seront transmis à l'issue de ce webinaire, donc dans les prochains jours, ainsi que la méthode qui a été adoptée, de telle sorte à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous aurez comme document et puis également que vous compreniez comment est-ce qu'on est arrivé à cette trajectoire. Donc, Brieux, pour la première phase, je te laisse y aller. Oui, tout à fait. Donc, pour cette première phase qui consistait à faire un diagnostic, un état des lieux de la situation. Donc, l'idée, c'était vraiment de ressortir, comme Justine l'a rappelé tout à l'heure, comment dire, la chaîne de valeur du secteur et caractériser aussi les couples produits-emballages, puisqu'en fait, là aussi, vous avez une grande diversité de produits. Donc là, il fallait un petit peu se concentrer de façon à ce qu'on arrive à des conclusions intéressantes et réutilisables et ensuite identifier et comparer les alternatives en réemploi existantes. Donc, de cette phase-là, on a ressorti évidemment la synthèse de l'atelier de lancement qui avait eu lieu en mars, la synthèse de l'étude comparative des projets en réemploi dans le traiteur frais, où on a évidemment regardé ce que certains d'entre vous avaient fait. Et puis, on a ressorti les points forts, les points d'amélioration possibles, et puis le rapport de diagnostic et état des lieux, donc qui va reprendre toutes ces conclusions. Donc sur la méthode, comme je vous le disais à l'instant, on a fait ce fameux atelier où vous étiez assez nombreux, c'était assez enthousiasmant dans le sens où vous étiez très impliqués. Une analyse bibliographique avec beaucoup de documents à disposition, puisque encore une fois, on ne repartait pas de zéro. Et enfin, l'étude de 19 projets en cours ou passés sur le réemploi des produits frais. Donc notamment avec la pluie de Claire. Et enfin, une étude approfondie de la feuille de route 3R et des données relatives aux produits et matériaux des ETF. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie méthode pour la phase 1 et ce qui nous a amené finalement à définir 3 scénarios principaux. Et de ces scénarios-là, en fait, on a pu commencer à émettre des hypothèses, on a pu commencer à travailler dessus. Donc,
le premier scénario qu'on a appelé un pour un, c'est-à-dire que le couple emballage-produit reste identique, car l'emballage en réemploi est équivalent, ou c'est-à-dire existant. Et donc, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est que finalement, on ne change pas grand-chose, on change juste l'emballage. Ensuite, deuxième scénario, c'était celui qui va nécessiter à adapter. Adapter soit le contenant, soit adapter le produit. Et donc là, on est aussi sur une ambition un petit peu plus forte, puisqu'il va falloir travailler notamment sur le conditionnement, travailler peut-être aussi sur d'autres offres, etc. Donc, ça nécessite un petit peu plus de travail. Et enfin, troisième scénario, celui-ci beaucoup plus ambitieux. Donc là, c'est une toute nouvelle offre qu'il faut concevoir, que ce soit au niveau du produit, du conditionnement, peut-être même dans la façon de le distribuer. Donc voilà un petit peu les possibilités qui nous sont venues à disposition. Donc ces 3 scénarios, ça a été, le point de départ pour pouvoir ensuite les préciser, et construire la trajectoire. À partir de ces scénarios, on a donc lancé la phase 2 qui avait 2 objectifs principaux. D'une part, formuler des axes de standardisation, de mutualisation, pardon, et deuxièmement, de sélectionner les alternatives les plus propices pour le passage au réemploi des produits du secteur. Pour ça, on a cette fois-ci organisé un atelier en présentiel d'une journée, dans la mesure où l'atelier de lancement était un atelier d'une heure et demie qui avait eu lieu en distanciel. Donc pour cette deuxième phase, on a rassemblé une quinzaine d'entre vous qui étaient présents pour identifier et préciser, commencer à préciser ces différents scénarios. On a complété cet atelier avec une enquête auprès des ETF, une enquête quantitative et qualitative pour faire ressortir quels étaient les produits et les couples emballages-produits actuels qui paraissaient les plus propices pour passer au réemploi selon les 3 scénarios préalablement définis. Et également sur ces différents couples emballages-produits, eh bien, nous transmettre les informations quantitatives, notamment le nom du WC, mais également les contraintes de format, par exemple, ou de poids. 5 entretiens qualitatifs complémentaires auprès de distributeurs. On l'évoquait auprès également de laveurs et de Citeo. Et on a fait un travail de cartographie des zones potentielles de mutualisation en France pour pouvoir mettre en perspective d'un côté les sites de production des ETF et de l'autre côté les sites de lavage qui existent pour des produits, enfin des alternatives en réemploi de type barquette ou seau qui pourraient être adaptés pour le secteur. Et enfin, les projets qui peuvent exister aujourd'hui sur la standardisation, c'est-à-dire entre autres le projet Reuse, mais d'autres projets également, pour voir si certaines régions ressortaient en France comme étant propices pour la mutualisation et la standardisation. Cette phase 2, elle nous a permis donc de ressortir avec ces cartographies, mais également d'analyser là où il y avait le plus de potentiel pour standardiser et pour massifier, et donc de venir préciser ces scénarios. Les scénarios, on les a donc précisés pour que chacun d'entre eux précise à travers ce qu'on appelle nous un cahier des charges, quelles étaient finalement les contraintes produits qui étaient favorables à ce scénario, c'est-à-dire quels étaient les produits qui pouvaient, dans ce cas-là, passer en 1 pour 1, donc les particularités, les contraintes de consommation et donc les produits concernés. Donc là où, tout simplement, si je prends l'exemple de ce scénario-là, les produits qu'on considérait comme aujourd'hui propices de subir, si je puis dire, qu'un changement d'emballage. Donc on est presque à isofonction finalement entre l'emballage à usage unique et l'emballage en réemploi. Et derrière, on est venu préciser également les alternatives parmi celles qui avaient été identifiées en phase 1 qui semblaient adaptées. Donc, en l'occurrence ici, la barquette est ressortie comme la plus propice, avec quelques cas particuliers évidemment. Et à chaque fois, on précisait quels étaient les emballages concernés, emballage primaire ici, ménager, et surtout le format de réemploi, donc là, le préemballé, pardon. Donc, on a décliné les 4 scénarios. Pourquoi 4 ? Parce que le scénario 2, qui était l'adaptation, on a eu un scénario de bis, donc une adaptation emballage où l'on vient changer, comme l'a évoqué Brieux, un emballage avec assez peu de modifications sur le produit, mais il va y avoir quand même des impacts sur les lignes de production, par exemple. Et ensuite, une adaptation complète où on va
probablement beaucoup plus d'impact aussi sur le produit, peut-être en termes de recettes, peut-être en termes de forme ou peut-être en termes de portions pour que ça s'adapte à l'emballage en réemploi. Et enfin, la nouvelle offre ici, ce qui a été précisé, c'est que cette nouvelle offre-là, là où il semblait y avoir le plus de potentiel, c'était de se concentrer sur les emballages industriels et commerciaux et donc commencer à creuser les pistes du vrac assisté et libre service pour certaines catégories de produits qui ne rentreraient pas dans un des scénarios précédents ou pour lesquels il y aurait plus d'intérêt à aller chercher tout de suite du vrac assisté ou du grand format. Sur l'atelier 1, on l'a rapidement dit, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais on avait pu préciser ces différents scénarios avec différents niveaux de livrables, et tout ça constitue les synthèses que vous aurez à disposition. Et à partir de tout ça, on a donc mené une étude de la faisabilité économique et environnementale sur les scénarios et on a commencé aussi à ouvrir pour remonter au niveau du secteur. Et je laisse Brieux présenter cette phase. Oui, effectivement, ça c'était une question qui revenait souvent au fur et à mesure de nos échanges. Donc l'objectif de cette troisième phase, c'était d'identifier les principaux coûts du passage au réemploi et paramètres clés. Et puis évidemment, deuxième objectif, modéliser et comparer les seuils de faisabilité économique et environnementale des scénarios de réemploi envisagés. Donc de cette phase-là, on a pu produire finalement un simulateur économique et environnemental que certaines d'entre vous ont testé lors de l'atelier du 2 juillet. Et puis le rapport d'analyse, là qui vient d'être terminé et qui vous sera mis à disposition par la suite. Et donc la méthode, évidemment, au fur et à mesure des recherches, que ce soit bibliographiques, des rencontres, etc., finalement, on a accumulé beaucoup d'informations qu'on a pu réintégrer dans un simulateur de façon à ce que, en repartant de quelques informations clés de choix de gestion, vous êtes en mesure de voir un petit peu quels sont les principaux coûts et à partir de quel seuil cela peut devenir intéressant. Ensuite, ça c'est l'aspect économique, mais c'est la même chose sur l'aspect environnemental. Et donc, on a fait plusieurs types d'analyses, multivariées et univariées, de façon à ce qu'on en dégage plus facilement ces seuils. Et donc, ça nous amène à des enseignements clés. Encore une fois, on est vraiment sur le strict essentiel pour cette présentation aujourd'hui, mais vous aurez les détails par la suite. On a identifié finalement 5 conditions de succès pour un passage réussi au réemploi des emballages. Donc, le premier, c'est avoir un minimum de 1,2 million d'UVC par an avec emballage réemployable. Ça, c'est un premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est vraiment viser un périmètre régional, voire local, pour limiter les coûts et impacts des transports. Parce qu'on a vu certains projets qui, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de laveurs actuellement et que finalement, il n'y a pas aussi beaucoup de points de vente qui sont volontaires, on a des projets qui vont parfois jusqu'à 400 ou 500 km entre le point de vente et le laveur. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on vous déconseille, sauf évidemment en phase d'expérimentation. Troisième point, troisième condition, c'est impliquer au minimum 5 ETF pour un projet pour plusieurs raisons. Déjà, atteindre un volume intéressant, la fameuse première condition, mutualiser les investissements pour la mise en place, et puis surtout, tout simplement, d'un point de vue consommateur, proposer une véritable offre diversifiée. Donc ça, c'est vraiment important. Je me permets de répondre à la question de Kieran. Donc, un emballage réemployable, minimum 1,2 million d'UVC. Oui, c'est ça. En fait, on a considéré qu'un UVC amenait à un emballage réemployable. Quatrième condition, atteindre un minimum de 65% de taux de retour des emballages pour avoir un bilan environnemental meilleur que le système d'emballage à usage unique. Donc ça, c'est une information assez importante aussi qu'on ne pouvait pas forcément deviner au début. Mais en fait, si vous avez un taux de retour qui est, comment dirais-je, inférieur à ce taux de 65%, et en fait, la quantité de déchets générés va être assez massive. Et surtout, en fait, ça s'explique par le fait que les emballages réemployables seront plus lourds pour toute une suite de contraintes que je ne vais pas évoquer maintenant. Et donc, voilà pourquoi il va falloir être assez ambitieux rapidement sur ce taux de retour des emballages si on veut que ce soit un projet qui ait du sens. Et enfin, cinquième condition, définir un modèle économique cohérent qui ne repose pas exclusivement sur la consigne, parce qu'effectivement, on l'a vu pendant l'atelier du mois de juillet, on avait facilement tendance à se dire, le non-retour de consigne peut être une source de financement. Mais on l'a vu, ce n'est pas tenable à long terme. Donc,
Encore une fois, il va falloir vraiment travailler sur cet aspect de modèle économique de façon à ce que ça tienne la route. Donc pour la phase 4, c'est bon pour toi, Brian? Oui, tout à fait. Pour la phase 4, à partir de tous ces enseignements, on a commencé à travailler sur une trajectoire et on avait, si je puis dire, ouais, travaillé cette trajectoire collectivement lors d'un deuxième atelier en présentiel qui a donc eu lieu début juillet. Cette quatrième phase, elle a eu deux objectifs: formuler des objectifs freins et besoins pour le déploiement des scénarios à 3 échéances. Donc les 3 échéances qu'on a vues en introduction, 2027, 2030 et 2040, et proposer des actions pour la mise en œuvre complète à travers une trajectoire à court et à long terme. Comme l'a évoqué Brieux, il y a un certain nombre d'informations, d'apprentissage, de données qu'on avait déjà commencé à collecter. Donc cette phase-là, elle a surtout consisté en une sélection des freins et des besoins principaux et aussi dans des choix en termes d'alternatives. Donc qu'est-ce qu'on conserve? Et donc ça nous a permis de délivrer deux choses: la présentation d'une trajectoire très détaillée avec pour chacune des échéances ces fameux freins, besoins et objectifs pour l'atteinte des objectifs visés et les potentiels correspondants. Sachant que sur les potentiels, on est parti de deux éléments. D'une part, on est parti des seuils de faisabilité environnementaux et économiques, c'est-à-dire quels sont les minimums pour que, d'après nos simulations, d'un point de vue économique et environnemental, ça fonctionne. Et les deuxièmes potentiels qu'on a mis en avant ici, ce sont les pourcentages du WC des produits concernés. Donc, vous allez le voir, selon les échéances, tous les produits ne sont pas concernés et ciblés pour le passage au réemploi. Ça évolue jusqu'à 2040 et donc on a répercuté ici le potentiel du WC concerné. Donc ici, une estimation quantitative de ces potentiels et l'interprétation et la formalisation pour l'écriture de la trajectoire. Donc le deuxième atelier, co-créer cette feuille de route avec une dizaine d'ETF qui étaient présents et présentes. Avant de vous présenter le plan d'action détaillé et donc cette fameuse trajectoire, on retient, nous, 4 enseignements principaux de cette étude. Le premier, c'est évidemment la diversité des couples produits-emballages au sein de ce secteur. Une diversité évidemment de par les catégories de produits, leurs caractéristiques, mais qui se complexifie en plus parce que les nomenclatures sont très variables d'une ETF à une autre, d'un organisme à un autre, que les données sont relativement hétérogènes et les volumes pas toujours très ni connus ni facilement identifiables. Et on a aussi les canaux de distribution et des activités qui sont vraiment pluriformes, ce qui veut dire que ça complique quand on parle de standardisation et de mutualisation. La deuxième chose, dans les priorités données au réemploi, donc vous l'avez compris, la priorité donnée à tout ce qui est pré-emballé, avec du vrac assisté sur certains produits notamment, et des emballages industriels et commerciaux à moyen long terme, notamment en lien avec le vrac assisté. Sur les scénarios alternatives et perspectives, donc 4 scénarios ressortent avec des impacts qui sont vraiment différenciés sur la chaîne de valeur, allant du scénario numéro 1 avec, on a essayé en tout cas un minimum d'impact, et puis plus évidemment on va sur une adaptation, voire une nouvelle offre, plus ça nécessite de repenser de maillons dans cette chaîne de valeur et d'avoir une approche collective. La maturité actuelle, elle est vraiment variable. Elle est très concentrée aujourd'hui sur les barquettes, verre, inox et plastique, avec des formats qui sont partiellement standardisés. Donc ici, a priori, la barquette déployable à plus court terme. Sur les pots et bocaux, on est surtout dans les projets sur des formats qu'on appelle propriétaires, donc il y a assez peu de standardisation. C'est souvent porté par quelques metteurs en marché, et donc il y a la majorité du temps une adaptation de l'appareil industriel qui est nécessaire. Et puis la standardisation, elle va être possible aussi sur d'autres alternatives qui n'existent pas encore, comme les plaques, j'y reviendrai après, mais qui pourraient permettre le passage en réemploi de certaines catégories de produits qui ne peuvent pas rentrer dans des barquettes. Et enfin, les limites et les enjeux, le réemploi intégral et uniforme, sans surprise, est non envisageable, très difficile.
Il y a aussi une interdépendance intersectorielle sur les flux logistiques et le lavage. Ce qui est ressorti, c'est que le passage au réemploi et cette trajectoire ne semblent réalistes que si on parvient à adapter et à collaborer sur la boucle de réemploi avec d'autres secteurs et les dispositifs déjà existants. Il y a un coût additionnel qui est significatif, notamment dû à ces nouvelles étapes logistiques. Et la performance environnementale, elle reste encore à démontrer, notamment en comparaison à l'usage unique. Quand on dit à démontrer, ça veut surtout dire au niveau du choix des alternatives, du nombre de cycles. Donc, il y a encore un certain nombre de paramètres qu'il faut continuer à définir pour trouver l'équation environnementale qui fonctionnera le mieux possible. On vous propose maintenant de venir au plan d'action. On est dans les temps. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des besoins de clarification sur tout ce qui vient d'être présenté? Sachant que je ne vois pas le chat, donc je compte sur Solène ou Ouais. Brice pour Il y a aider. juste Kiran et Stéphane, effectivement, qui ont posé une question dans le chat auquel on a répondu déjà, mais évidemment, effectivement, si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. Alors, je vais continuer, puis n'hésite pas vraiment. Oui, tout à fait. Donc, sur le plan d'action. Il faut savoir que donc là, nous, dans le cadre de ce webinaire, on a fait en sorte de transmettre l'information de la manière la plus claire et également de la plus directe possible. De nouveau, ce plan d'action, c'est la traduction la plus lisible de toute une trajectoire. Donc, s'il y a des besoins de précision, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, surtout, on a prévu, après la présentation du plan d'action, une dizaine de minutes d'échange pour soit répondre à vos questions, soit que vous puissiez évidemment réagir sur ce qui a été défini. Donc, dans ce plan d'action, la première échéance, c'est évidemment 2027. Donc, 2027, on a une première échéance réglementaire avec cet objectif de 10% d'emballage réemployé. Pour 2027, les orientations vont plutôt vers des produits qui sont actuellement conditionnés dans des emballages proches d'alternatives en réemploi existantes. Donc, ça veut dire avec une substitution emballage isofonctionnelle où on va retrouver les fonctions dans l'emballage en réemploi relativement proche de celle de l'usage unique. Et donc ici, ce qui ressort, c'est plutôt la barquette en s'appuyant sur les travaux en cours de standardisation qui va être fondamentale pour atteindre ce jalon. Et donc, dans la mesure où on cible les produits qui sont aujourd'hui conditionnés dans des formats proches de la barquette, on va être essentiellement sur tout ce qui va être salade, plats et légumes cuisinés, dans la mesure où, pour cette première échéance, on souhaite avoir un minimum d'impact aussi sur les usages et la consommation. Il a été recommandé, et ça c'est précisé dans la trajectoire, de se concentrer surtout sur des produits qui peuvent être par exemple consommés froids, qui peuvent être consommés à la maison et donc où je dirais la fonction de l'emballage, on ne va pas multiplier les fonctions de l'emballage. En termes de format de réemploi, on est sur du pré-emballé pour une cible B2C. Et donc, en termes d'activité traiteur frais, ici, on va surtout être sur le libre-service traiteur et mer. Et puis, on y reviendra, mais la restauration à domicile peut être envisagée d'ici 2030, mais ce n'est pas le canal de distribution le plus simple pour commencer. L'atteinte de ces objectifs et de ces jalons, donc le passage à la barquette pour les produits déjà conditionnés et vendus dans ce format-là, vont nécessiter plusieurs actions du côté des ETF. Donc, par souci de simplification, on a regroupé les actions en 3 catégories principales du côté ETF. Donc, tout ce qui va concerner le cahier des charges, donc le fait de se mettre d'accord sur des normes, sur des standards. Tout ce qui va concerner plutôt la donnée et également les consommateurs. Et enfin, tout ce qui va concerner l'innovation produit et emballage. Sur le cahier des charges, action qui était aussi ressortie sur la feuille de route 3R, c'est définir les standards de format et de fonctionnalité pour la barquette, sachant que l'étude qu'on vient de mener apporte un grand nombre d'éléments qui permettent déjà de dire quels sont les formats les plus utilisés, quelles sont les fonctions de l'emballage les plus utilisées. Donc, on a quand même progressé dans cette définition du cahier des charges.
Et ensuite, définir les normes d'hygiène, de qualité et d'analyse pour un réemploi qui soit mutualisé sur ces markets. Pour les données et la partie consommateur, il y a 2 actions qui semblent essentielles. La première, c'est d'évaluer l'acceptabilité client et les freins et motivations pour la bonne compréhension et l'adoption de ces offres-là, dans la mesure où aujourd'hui, les données consommateurs existent assez peu et cet élément est ressorti à plusieurs reprises tout au long de l'étude. Et un autre élément sur les données, c'est d'estimer les volumes précisément pour les produits qui ont donc été définis comme propices au passage au réemploi et pour pouvoir donc préciser le ciblage de ces catégories-là. Et enfin, pour l'innovation produits et emballage, il y a évidemment des adaptations de lignes de production qui sont à prévoir pour pouvoir y intégrer des barquettes en réemploi. Ces actions et ces objectifs ne pourront pas être atteints sans l'accompagnement d'un écosystème entier et sans un certain nombre d'éléments. Donc, comme conditions de réussite qui sont externes aux ETF, on les a ici catégorisées en trois éléments. Le premier, c'est tout ce qui va concerner la standardisation et l'offre. Ensuite, la mobilisation des acteurs et la formation. Et enfin, la logistique et le réseau. Pour l'offre et les standards, il est identifié ici qu'il est nécessaire d'avoir le développement d'un standard de barquette qui réponde donc au cahier des charges du secteur. Peut-être donc en continuité des travaux qui ont été débutés par les éco-organismes. Et également de comparer les différents modèles d'incitation, qu'elles soient financières ou non. Cette étude ne portait pas sur cette comparaison-là. En revanche, elle a pu mettre en lumière le fait que le modèle d'incitation, vous le savez, a des conséquences importantes sur la viabilité économique et environnementale. Et par ailleurs, pour la mutualisation et la standardisation, de manière intersectorielle, il est aussi important d'avoir une homogénéité, mais aussi une compréhension des meilleurs leviers. Donc ça rejoint aussi la partie conso. Sur la mobilisation et les freins, la formation des distributeurs ressort comme fondamentale, dans la mesure où, notamment pour ces produits-là qui sont aujourd'hui essentiellement vendus en GMS, enfin pour beaucoup, vu qu'on est sur du pré-emballé et sur donc du libre-service traiteur et maire, une formation des distributeurs aux nouvelles offres et aux expériences de vente et la mobilisation des distributeurs est vraiment importante. Et enfin, sur la logistique et les réseaux, il faudrait évaluer la possibilité d'intégrer les nouveaux emballages, donc ces emballages du traiteur frais, au système de collecte existant, donc à la fois aux machines qui pourraient être développées, mais également aux flux logistiques en cours, pour voir ce qu'il est possible d'optimiser ou non et ce qu'il est possible de créer en plus de ce qui peut déjà exister. Pour la deuxième échéance, sur 2030, on continue les travaux qui sont faits sur la barquette et fort des apprentissages de 2027, il y a une ouverture sur des nouveaux produits, sur des produits qui exigent des contraintes additionnelles en termes d'emballage. Donc, on va ouvrir par exemple aux crevettes, aux crustacés, aux pâtes fraîches, aux surimi, aux quenelles, tout ce qui est appareil et garniture et blini. Donc, soit des produits qui pouvaient être vendus en barquette, mais qui, dans un passage au réemploi, vont nécessiter de la R&D supplémentaire, notamment sur la conservation, ou sinon des produits qui n'étaient pas vendus en barquette et qui pourraient, à travers peut-être une présentation qui différerait, commencer à être vendus en barquette. Ensuite, à partir de 2030, a été identifiée la possibilité de développer les emballages rigides en verre, donc comme les pots et les bouteilles, ici en s'appuyant sur les travaux donc de projets en consortium qui peuvent exister, notamment le projet Reuse, mais pas que. Donc pour les soupes, les aides culinaires et les sauces notamment. Et enfin, il est ressorti une alternative qui reste à développer, encore non existante, mais qui pourrait permettre de couvrir des produits qui sont aujourd'hui vendus sur plaque, donc les pizzas par exemple, peut-être les pâtes ménagères, les saumons, les truites fumées, donc ici avec du développement emballage à construire et on aurait encore de l'usage unique, du déchet à usage unique, mais cette plaque pourrait être en réemploi. Donc ici, toujours sur le libre-service traiteur et maire et tout canaux B2C, donc avec l'objectif d'augmenter progressivement la part de produits commercialisés en barquette, mais également d'élargir l'offre d'emballage réemployable pour des catégories encore non couvertes.
Les actions clés besoin pour 2030, sur le cahier des charges, donc là, on en vient à la définition du modèle économique pour un système de contenant réemploi, là où sur 2027, on était sur s'assurer de la viabilité et faisabilité sur l'emballage barquette. Là, on en vient vraiment à travailler le modèle économique et enfin à préciser les conditions d'un système de communication et d'incitation qui soit à la fois adapté au secteur, mais aussi qui puisse s'insérer dans les dispositifs nationaux. Au niveau de la collaboration interne et externe, la redéfinition avec les acteurs de la distribution sur les modalités de présentation est essentielle. Donc, comment est-ce qu'on les présente? Comment est-ce qu'on communique? Quelle est la part de linéaire qui est dédiée à ces nouvelles offres et à ces nouveaux produits? Sans quoi il pourrait être difficile pour les ETF de proposer de manière durable ces produits-là. Donc, le dialogue avec les distributeurs est essentiel, mais aussi le dialogue avec les fournisseurs d'emballage pour peut-être commencer à faire évoluer l'offre de contenants en réemploi qui reste assez limitée pour ce secteur. Sur l'innovation de produits et emballages, l'intégration de nouvelles lignes de production pour qu'elles puissent s'adapter. Et donc ça va exiger un accompagnement à l'externe. Donc une diversification des formats d'emballage du côté des fournisseurs pour qu'ils fassent évoluer cette offre-là. Et ensuite, du côté toujours des fournisseurs, s'aligner sur la composition des plastiques, notamment sur les emballages standardisés, notamment pour les barquettes, pour faire en sorte d'avoir des compositions semblables. Ensuite, sur la mobilisation et la formation, en écho à ce qu'on évoquait avec les fournisseurs et les distributeurs, il conviendrait de définir des objectifs en matière de réemploi en amont et en aval de la filière. Et enfin, sur la logistique et le réseau, étendre le maillage de centres de lavage pour couvrir les zones d'implantation des ETF. Aujourd'hui, on a vraiment une concentration, notamment dans l'ouest et le nord, et capitaliser sur les projets de dispositifs existants pour les produits du traiteur frais. Et pour la dernière échéance 2040, donc ici, une généralisation peut-être au niveau national de référence sur les barquettes réemployables et la diversification des formes de réemploi, notamment en développant la vente au vrac et à la coupe dans le secteur. Et donc ça permettrait de mettre en place le réemploi, notamment pour les emballages industriels et commerciaux de type seaux et caisses de marée, pour lesquels il manque encore des tests et de la R&D. Mais on pourrait, à travers ces grands formats, adresser des nouveaux canaux de distribution, notamment tout le traiteur traditionnel, peut-être aussi une partie des rayons et de la restauration à domicile. Là, on ciblerait produits de la mer, plats, légumes cuisinés, entrées et terrines, charcuterie pâtissière, tartes salées, pizza et salades. Donc, on essaye de couvrir encore davantage de produits. Et certains produits qui pourraient être proposés en barquette réemployable pourraient l'être aussi sur de la vente au vrac, donc tartes salées, pizza, crêpes et piments. Pour 2040, 3 actions principales: étudier le potentiel marché et la faisabilité technique sur les nouvelles offres que sont donc la vente au vrac des produits du traiteur frais. Et également ces nouveaux canaux que seraient par exemple les traiteurs traditionnels qui peuvent être aussi des clients. La collaboration interne et externe, donc concevoir de manière concertée de nouvelles offres intégralement pensées pour le réemploi. Donc ça nécessite de penser ces offres avec les autres acteurs de la chaîne. Et puis aussi, évidemment, vu qu'ici on est sur un niveau d'innovation encore plus important, lancer les nouvelles offres, ça va aussi vouloir dire penser des expériences de consommation et d'achat qui soient différenciantes et vraiment valoriser les avantages du réemploi et les bénéfices pour les consommateurs et consommatrices. Et donc là, plusieurs besoins: faire évoluer le standard de barquette pour couvrir un maximum de produits de traiteurs frais, donc toutes ces nouvelles catégories qui n'auront pas été adressées en 2027 et 2030. Et sur la logistique et les réseaux, là, on en vient vraiment à une structuration et à un déploiement coordonné au niveau national avec un réseau qui soit le maillage le plus fort possible et également qui permette d'accepter toute une diversité de contenants, en tout cas à réfléchir. Et ça vient avec une consolidation des filières de recyclage pour les emballages réemployables, parce que là, l'étude a révélé aussi un manque à ce niveau-là.
Là, ce qu'on vient de vous présenter, comme on vous disait, on l'a extrait de ce plan d'action. Donc, on a par souci de lisibilité et d'appropriation. Ce plan d'action, nous, on l'a restitué sous un format A3 qui peut facilement être transmis aux ETF, peut-être à vos collègues en interne, approprié et compris aussi de la part de toutes et tous. Donc, il se veut volontairement très synthétique et visuel. Et la trajectoire qu'il a définie, c'est un PDF à part qui est voilà, encore plus détaillé. Donc ce document-là, vous le recevrez avec l'ensemble des autres livres. Alors, on a quelques minutes pour prendre vos réactions et vos questions. Je vais laisser les diapositives ouvertes dans le cas où vous souhaiteriez qu'on revienne sur ce qui a été dit précédemment. Et je ne sais pas, Solène, si tu veux intervenir aussi, n'hésite pas. Oui. Je proposais simplement d'arrêter l'enregistrement.